Je vais vous demander d'accueillir Gilles Rigal tout d'abord, Patrick Bertrand et Denis Gaultier. Merci à vous, messieurs, d'être avec nous. Alors, on va écouter nos intervenants. Auparavant, on va se livrer à un petit sondage. On va vous poser une question à laquelle vous aurez 3 possibilités pour répondre. Est-ce que vous êtes, pour votre business en 2012, le vôtre, très optimiste, modérément optimiste ou pessimiste? 3 choix. Évidemment, quand il y a 3 choix, tout le monde se précipite sur celui du milieu, c'est le vote centriste. Là, il faut essayer de l'éviter. C'est juste vraiment pour ceux qui ne parviendraient pas à se décider entre très optimiste ou pessimiste. Voilà. En attendant que vous ne votiez, on va faire un premier tour de table très bref. Je vais demander à chacun de nos 3 intervenants qui ont rejoint Eric une bonne raison d'être optimiste, en commençant par Gilles Rigal. Donc, Gilles, une bonne raison, la raison qui vous semble clé, justement, dans votre optimisme. Je dirais la raison principale, c'est cette conférence. Si on regarde les thèmes qui ont été abordés ces 2 derniers jours, ce sont les réseaux sociaux, ce sont la mobilité. Tout ceci sont des facteurs d'innovation. Et l'innovation, c'est de la croissance et donc c'est de l'optimisme. Et le corollaire de ça, c'est l'arrivée de la génération Y qui est une utilisatrice de toutes ces technologies. Cette génération arrive dans l'entreprise, elle arrive comme consommateur, et cette arrivée, ces changements vont être fondamentaux pour les entreprises, et donc forcément vont amener de l'innovation et forcément de la croissance. Merci Gilles. Patrick Bertrand, directeur général de Cegid, qui est société de services, bien sûr. À titre personnel déjà, une bonne raison d'être optimiste, c'est d'être déjà dirigeant d'entreprise et entrepreneur. Je veux dire, on n'est pas entrepreneur ou dirigeant d'entreprise si on ne l'est pas. C'est notre propre et notre quotidien. Et je crois qu'il y a de vraies raisons d'espérer. Quand je vois ces jeunes entrepreneurs, il y en a 2 ou 3 dans la salle que j'ai rencontrés tout à l'heure, c'est absolument fantastique. Et sortons de nos têtes que la France ne serait pas un pays d'entrepreneuriat. Puis il y a une deuxième raison, il en fallait une, mais j'en donne une deuxième, qui est plutôt globale. Alors je ne sais pas comment le tourner, parce que je sais comment nos amis journalistes parfois transforment les choses. Est-ce qu'il faut que je dise que la France est en retard et donc ça doit nous rendre optimistes? Non, la France a des points de progression. Quand on regarde la statistique qui est sortie de Rexecode sur la période 1980-2008 ou 2009, on constate que la contribution de l'économie numérique en point de croissance est de l'ordre de 0,5 par an, alors qu'elle est de 1 point, 1,10 aux États-Unis. Donc, naturellement, à partir du moment où on a le sentiment que, comme l'a dit Eric, on a tous les moyens pour aller de l'avant, c'est formidable, puisqu'on a une marge de progression extraordinaire. Merci Patrick. Denis Gaultier, donc patron de la Galerie Idéale. Bien, moi aussi j'ai beaucoup d'occasions d'être optimiste, je vais essayer d'en choisir une seule. C'est peut-être les premiers résultats que l'on a eus en lançant la Galerie Idéale. Dites-nous en 2 mots ce que c'est. Alors pour faire très très court, on a lancé la Galerie Idéale sur l'idée justement qu'on voulait redonner le pouvoir aux acheteurs, c'est-à-dire faire ma galerie pour moi. Et la promesse, c'est la galerie par vous, pour vous. Et on a lancé cette galerie idéale avec un parti pris premium, c'est-à-dire ne pas venir se positionner sur simplement du prix, du comparateur de prix, mais des produits de qualité qui sont bien positionnés. On a sélectionné 800 sites marchands qu'on a proposés à la communauté des acheteurs. On a aujourd'hui, après un lancement en septembre, plus de 550 000 abonnés à la galerie qui sont venus participer. Donc, toutes les discussions qu'on a eues déjà depuis maintenant 2 jours sur redonner le pouvoir, faire confiance, écouter finalement les utilisateurs qui sont in fine les prescripteurs, on sent qu'on a touché là quelque chose qui nous donne bon espoir pour la continuité de nos opérations, pour offrir une expérience d'achat totalement intégrée, basée justement sur la cooptation par les utilisateurs. Très bien. 3 optimistes. Donc, on va regarder le résultat du sondage. On va demander à Eric Eric, il nous a donné les siennes. Hein, donc on est 4. Vous êtes 4, bien entendu. Non, je vous considérais déjà dans les cours, si je puis dire. On regarde le sondage. Eric, vous êtes notre expert en sondage pour l'occasion. Donc très optimiste, là, il y a quand même une proportion extrêmement forte, hein, 60%. On a un pouvoir d'influence énorme. C'est à la fois votre keynote et puis le mot de nos trois intervenants. Modérément optimiste, 33, pessimiste, seulement 7. Donc là, on est vraiment dans un secteur de l'économie qui est en plein boom. Comment vous interprétez ce résultat? Oui, en plein boom. Pour rebondir sur quelques points, d'abord,
quand on regarde la croissance et l'explication de la croissance, c'est vous qui nous le dites tous les matins sur BFM Business, François, c'est que 25% de la croissance s'est expliquée justement par le numérique ces dernières années. On prévoit même 30%. Elle a créé cette économie Internet et du web, elle a créé 700 000, du numérique, 700 000 emplois ces 15 dernières années en France. Donc on voit bien que c'est une industrie qui crée de la richesse, qui crée des emplois. Il ne faut pas s'arrêter là. Le numérique n'est pas uniquement une industrie. Il faut le regarder dans sa transversalité. Il va apporter véritablement à la fois du bien-être et en même temps apporter véritablement des choses percutantes dans tous les secteurs. Je voudrais revenir aussi sur un point de Patrick, avec aussi quelques chiffres sur l'esprit d'entreprise en France. Et cette génération Y, ou culture Y, je crois que c'était le terme que vous avez évoqué ce matin ou hier ici. Ce qui est très très intéressant, c'est l'étude qui a été menée il y a maintenant de ça, les années 2005, et même étude en 2010 auprès de jeunes d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de business. Ces jeunes, en 2005, se projetaient dans la fonction publique à 70%. Les mêmes jeunes interrogés en 2010, et il n'y a pas si longtemps, ils se voyaient plus que 20% dans la fonction publique, et 30% d'entre eux souhaitaient être chefs d'entreprise. Ça, c'est quand même un sacré signe. Non, mais ça, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'on assiste aujourd'hui en live à une transformation de notre pays, et c'est là où on peut trouver les raisons et la fertilité d'être positif et optimiste en France. Tu n'as pas les mêmes réponses quand tu interroges les parents. Sans doute. C'est 60 ou 70% qui disent j'aimerais bien que mes enfants rentrent dans la fonction par souci de protection, bien sûr. Ce qui montre qu'il y a une vraie évolution. Gilles, vous qui êtes un observateur du business un peu transversal, hein, Apax, c'est un fonds d'investissement qui a justement des investissements relativement diversifiés. Est-ce que vous partagez ce sentiment d'optimisme? Enfin, au fond, ce sentiment, ce que disaient à la fois Eric et Patrick à l'instant, qu'on est peut-être à un moment de cristallisation. Oui, et puis on voit, enfin, ce que disait Eric est tout à fait exact, enfin, et Patrick aussi. Et, alors même si Apax n'investit plutôt dans des sociétés qui ont une certaine taille, je dirais, nous avons un bon poste d'observation et je suis impressionné par le nombre de jeunes sociétés de technologie, mais qui n'ont rien à voir, qui se créent aujourd'hui, le nombre d'entrepreneurs qui démarrent, qui sont jeunes. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu en 2000, parce que les sociétés de technologie qui se créent aujourd'hui se font avec une vraie matière technologique. C'est-à-dire qu'il y a, dans notre jargon, de l'IP, c'est-à-dire de la propriété intellectuelle. Ça, c'est dans quel secteur ? Alors écoutez, c'est dans tout le, je dirais... Les terreaux les plus féconds, là, aujourd'hui, en matière de technologie. Écoutez, les terreaux les plus féconds, il y a bien évidemment... Enfin, pas tellement autour de l'Internet, mais autour des logiciels, autour de tout ce qui va être les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux d'entreprise ou les réseaux sociaux... Donc voilà, donc il y a vraiment une création... Enfin, on peut en dire un mot, même si ce n'est pas l'objet. Sur cette assemblée, nous sommes trois, Patrick, Eric et moi, qui, à titre personnel, aidons des jeunes sociétés qui se créent, et on les aide en leur donnant un peu de sous et en apportant du temps. Et c'est vrai qu'en 1 an et demi, le nombre de sociétés qu'on a pu voir passer est assez impressionnant. Et ce n'était pas le cas il y a 3 ans. Et à base de techno. Et à base de techno, il y a de la techno. C'est-à-dire, alors, Patrick, à base de techno, c'est-à-dire qu'au cœur de la démarche, bien sûr, après, on part sur la logique innovation, c'est-à-dire l'adéquation de ce qu'on est en train de faire avec le marché qu'on veut adresser. Mais au cœur de la démarche, il y a de la technologie, il y a de la R&D, il y a de la propriété intellectuelle. Et donc, c'est extrêmement intéressant de constater qu'on se positionne aussi au niveau ça se passe en France. Et ça se passe en France. Mais en France, on a un tissu absolument fantastique en termes de filières. Tout le monde connaît les statistiques des médailles Field. Je crois que sur les 32 ou 33 qui ont été attribuées, on a la 2e place après les États-Unis. On a une filière remarquable. Si on pouvait d'ailleurs émettre un sujet d'optimisme supplémentaire, c'est qu'on commence à comprendre que l'innovation ne vient pas que de la recherche-développement. Il y avait une très bonne chose qui était dite par le rapport Morand, qui avait été commandité par Christine Lagarde, qui expliquait qu'à peu près 40% de l'innovation ne venait pas de la R&D. Donc c'est la compréhension que c'est le couple de la R&D et de l'association avec le marché qui permet de réussir. Et ça induit aussi, juste un petit mot encore, ça induit une compréhension indispensable aujourd'hui de savoir comment on forme nos jeunes, et notamment dans ces plateaux pluridisciplinaires qu'il faut arriver à créer, parce qu'un logiciel ou une utilisation qu'on peut avoir au jour le jour, par exemple dans le monde du e-commerce, c'est de la techno, c'est de la fonctionnalité, c'est de l'ergonomie, c'est du design, et ce sont des sciences cognitives. Si on ne fait pas travailler tous ces jeunes ensemble avec une compréhension qu'au bout du bout, la création d'un produit en matière numérique, c'est pas un stepping de ces différentes étapes, mais c'est un travail en commun de front et en même temps, eh bien, si on réussit ça, on aura avancé encore un petit peu plus.
Justement, le e-commerce, l'innovation, ça associe à la fois l'ergonomie, la technologie. Et alors aussi un autre élément, je vois qu'il y a un tweet là qui est arrivé, redonner confiance aux consommateurs. La confiance, c'est un élément fondamental dans l'optimisme. On parlait des réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé, et il y a un mot peut-être à retenir qui est la confiance, qui est probablement un changement de rapport avec l'utilisateur. On a fait beaucoup de push, hein, ça a été un mot à la mode dans le merchandising où on pousse des produits, etc. Et une des leçons des interventions d'hier et d'aujourd'hui, c'est que on a l'opportunité avec les réseaux sociaux d'être très à l'écoute et de venir finalement entendre les messages qui nous sont envoyés et qu'on sait maintenant capturer. On a parlé du... Ça, c'est un levier d'innovation formidable. C'est un levier d'innovation absolument phénoménal. Il y a peut-être aussi, si on parle de technologie, j'ai peut-être un transparent qui permet d'illustrer on va le regarder. Pourquoi on peut être optimiste quand on voit le champ d'exploration qui est en train de s'offrir à nous. On a connu l'ère du PC, on voit aujourd'hui, on l'a beaucoup dit, que le PC aujourd'hui est beaucoup moins vendu que simplement les smartphones et maintenant les tablettes réunies. Et on n'a pas encore parlé des ultrabooks, qui sont encore une nouvelle forme de technologie qui va venir nous challenger au niveau de nos business models dans le futur. Quand on voit ça, on se dit, il y a des champs d'expérimentation. Hein, Eric parlait de paradigm shift, hein, de changement de paradigme, que les entrepreneurs, les gens dans l'innovation vont venir explorer à travers de nouveaux usages. Et peut-être un petit peu pour explorer cette nouvelle révolution qui nous attend, je voudrais partager une anecdote avec vous, puisque j'ai eu la chance de faire partie du groupe General Electric pendant plus de 15 ans, à une période extrêmement féconde, en particulier autour des années 97, où l'Internet venait chambouler tous les business models et les mêmes discussions que celles qu'on a eues aujourd'hui. Est-ce qu'on doit laisser faire les réseaux sociaux, la connectivité, le cloud, c'est un danger, etc. On avait exactement les mêmes discussions, et on en aura d'autres, autour de l'Internet. Jack Welch a dit, écoutez, l'Internet, c'est incontournable. On va essayer de le prendre autrement, cette peur que l'on a. Imaginez le pire cauchemar. Quelle serait la pire chose qu'un compétiteur pourrait nous faire avec ces technologies? Eh bien, je vous propose de nous le faire immédiatement à nous-mêmes. Et on est parti dès les années 97 en disant, voilà, ça, c'est en train de se passer, et c'est en train de se passer pour nous tous. C'est quoi notre pire cauchemar en tant qu'entrepreneur? Si un compétiteur, qui va arriver, si ce n'est pas vous, ce sera lui, et qui va venir vous challenger sur vos business models. On a ici une expérimentation, un champ d'expérience qui est absolument fantastique pour nous faire à nous-mêmes, finalement, ce qu'on ne veut pas qu'un compétiteur nous fasse. Non, absolument, ça me rappelle une autre phrase de Jack Welch, le marché est toujours plus grand que vos rêves. C'est l'autre face, au fond, hein, c'est-à-dire, pourvu qu'on adopte l'attitude que vous décrivez, eh bien, on élargit sans cesse le champ des possibles et l'inventivité humaine est sans limite. Eric, est-ce que le renouvellement des générations démographiques, c'est un thème qui courait là un petit peu dans votre exposé tout à l'heure. Est-ce que c'est un accélérateur justement de la diffusion des technologies dans la société? Est-ce que vous en attendez un levier de croissance pour tous ces business? Donc, clairement, les jeunes, dans leur ADN, enfin on parle de génération Y ou de culture Y, donc voilà, donc je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes avec les spécialistes ce soir. Donc c'est clairement un accélérateur. Mais je donne un exemple dans cet ouvrage, ce n'est pas un accélérateur uniquement pour les jeunes, c'est aussi pour l'usage des technologies par les moins jeunes. Et il y a un bon exemple d'une classe qui a été mobilisée par l'institutrice dans une maison de personnes âgées. Et cette classe a appris l'Internet, l'usage du numérique à ces personnes âgées qui étaient assez réfractaires et qui n'y allaient pas franco, loin s'en faut. Et puis petit à petit, ils s'y sont intéressés, envoyé des mails, etc., etc. Et ça s'est fini par une sorte de grève auprès des dirigeants ou de la direction de la maison en question, parce qu'il n'y avait pas assez de débit, et donc ils voulaient avoir accès au haut débit. Simplement pour vous dire, c'est que la révolution, elle est globale, elle n'est pas uniquement pour les jeunes, elle est pour tous. Et grâce au numérique, on peut vraiment résoudre des contradictions. Ces contradictions, c'est dépenser moins en dépenses de santé et en même temps traiter la dépendance. Donc oui, ça c'est possible. On peut réconcilier les inconciliables. Un exemple, hein, dans la dépendance, évidemment, on est à distance, mais on peut, avec le numérique, eh bien, rejoindre ou faire communiquer
l'hôpital, le médecin et en même temps le malade, et soit de manière anticipée, soit évidemment par des soins, intervenir le cas échéant, mais tout ça coûte fondamentalement beaucoup moins cher à un moment où on va avoir de plus en plus de personnes qui vont être dans la dépendance. Ça, c'est possible. Donc on est vraiment, grâce au numérique, dans la lutte contre l'exclusion générationnelle ou intergénérationnelle, la lutte contre l'exclusion sociale, la lutte contre l'exclusion également simplement citoyenne, et l'exclusion contre le manque d'intégration au niveau social et économique. Donc c'est ce qu'apporte le numérique réellement. Bien sûr. Patrick. Oui, je voudrais rebondir sur ce que dit Eric, parce que parfois on se met dans des logiques d'opposition. Je crois vraiment, si on ne comprend pas, et ce pourrait être d'ailleurs justement la raison d'optimisme, si on ne comprend pas que le numérique est une chance incroyable d'intégration. En fait, quand on regarde bien les choses, dans le monde entier, quelles sont les langues les plus universelles, c'est-à-dire les langues qui transcendent les cultures, les races, les religions, etc. Il y a le sport, le ballon en particulier, si vous voulez que je vous parle de football, d'ailleurs je peux le faire, hein, je le ferai avec grand plaisir, et le numérique. Imaginez une classe de jeunes en cours élémentaire, 7-8 ans, etc., qui arrivent et qui commencent à apprendre l'orthographe, le calcul, avec un professeur qui va leur dire prenez votre smartphone ou prenez votre tablette et puis on va commencer à travailler. Il n'y a plus de problème de mots émis et de mots reçus. Il n'y a plus de problème d'origine culturelle parce qu'ils parlent le même langage. Et il y a une deuxième chose aussi que tu as soulevée, alors qui est le traitement des enjeux de société, notamment la dépendance et la e-santé. Mais contrairement un peu à ce que je crois a dit mon ami Gilles Babinet au début de ce séminaire, je crois vraiment que le numérique aussi est un élément de communication transgénérationnelle. On a tous autour de nous des personnes de 70, 80 ans qui se sont branchées, qui parlent avec leurs enfants, leurs petits-enfants, qui commencent à commander un certain nombre de choses. Il y a un message qui arrive d'ailleurs là. La première chose que la grand-mère d'une collaboratrice fait le matin en se levant, c'est de lire ses mails. Voilà. Exactement, mais c'est formidable. Il y avait un reportage remarquable l'autre jour, parce que ça va beaucoup plus loin, sur une maison de retraite. C'est un exemple assez similaire à celui que Eric évoquait, où on voyait des personnes âgées qui avaient retrouvé le sourire et qui avaient retrouvé la forme, vous savez, en faisant quoi ? En jouant au bowling à la Wii, avec la Wii. C'est incroyable, c'est fantastique. Et donc ça, c'est... Voilà, s'il n'y avait qu'une raison d'être optimiste, c'est bien celle-là. Oui, et puis je pense que le numérique s'affranchit des générations, mais il s'affranchit aussi des pays, il s'affranchit des frontières, et donc ça, c'est une grande raison. Absolument. Tu parlais du ballon et du numérique aujourd'hui, et c'est une autre raison d'être optimiste, y compris pour des sociétés françaises, parce que vous avez dit tout à l'heure, mais même pour des sociétés françaises, le fait qu'elles soient françaises ne compte pas, puisque aujourd'hui, le domaine de jeu du numérique, c'est le monde. Donc qu'on soit français, allemand ou espagnol, c'est indifférent. Est-ce que vous considérez, Gilles, qu'on a aujourd'hui un environnement de business, à la fois au plan réglementaire, fiscal, culturel, qui est suffisant pour justement faire éclore à la fois ces réserves de croissance que vous avez identifiées tous les quatre, et pour soutenir cet appétit qu'on sent poindre dans la génération qui monte? Patrick répondra après. Je pensais que vous alliez me demander s'il n'était pas trop contraignant. Là, vous me demandez s'il est suffisant. Donc, voilà, on est optimiste aujourd'hui. C'est compliqué. Après, on va rentrer dans la problématique du financement des entreprises. On va rentrer dans une problématique de régulation. Est-ce qu'on est sur la bonne pente ? Oui, on est sur la bonne pente, clairement. Il y a un débat qui est autour aussi de l'intervention de l'État dans cet aspect-là. Donc finalement, on dit beaucoup de choses sur ça, mais je pense que l'État, alors là on revient à l'État français, joue son rôle, ne serait-ce que par le financement des jeunes pousses avec Oseo, par les fonds, le FSI. Maintenant, l'État est aussi une contrainte. Alors je vais être très précis, c'est-à-dire que l'État a amené des contraintes réglementaires qui font que des compagnies d'assurance ou des banques ne vont plus pouvoir investir dans des fonds de capital risque qui vont investir. Donc voilà, donc c'est un équilibre qui est compliqué, mais je pense qu'il y a des progrès qui sont en cours. Patrick Bertrand, nouveau patron du CNN. Ouais. Non, on est vraiment patron élect. Il faut que je sois respectueux vis-à-vis de la démocratie interne du Conseil national du numérique. Oui. Non, je crois vraiment qu'on est sur la bonne pente. Et en plus, la raison d'être optimiste, puisqu'on sait bien qu'on est dans un schéma de finances publiques contraintes, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire des propositions qui amènent à une augmentation des dépenses publiques, mais par contre, on peut faire beaucoup mieux. Il y a quand même 2 ou 3 exemples
exemples qu'il faut citer. Premier élément, il y a une étude qui est sortie très récemment de l'ANRD qui démontre qu'avec le crédit d'impôt recherche, le coût du chercheur en France est un des plus bas du monde. Oui. Il est de l'ordre de moins 30 à moins 40%. Le nombre de chercheurs en France a d'ailleurs littéralement explosé dans les dernières années. Et sur les 4,7 milliards, absolument, et sur les 4,7 milliards, à peu près 1 milliard sont utilisés pour les PME. Je sais qu'il y a un débat là-dessus, mais en tout cas, on peut peut-être travailler à l'intérieur de l'enveloppe qui est évoquée. Sur ce point de la fiscalité, j'ai eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises. Au fond, on ne demande pas plus, on demande simplement de sanctuariser. C'est-à-dire que les entreprises, que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors, on peut faire des mesures sur 4 ou 5 ans, mais il faut arrêter de nous changer les règles toutes les 2 minutes, parce que quand on crée une entreprise, on a besoin d'évoluer. Il y a un deuxième élément qui est le financement. Il y a de l'argent, mais Gilles a raison de le signaler. Cet argent ne se trouve peut-être pas au bon endroit, ou en tout cas, il ne se distribue pas bien. C'est la remarquable initiative qui a été prise avec les investissements d'avenir et le grand emprunt. Vous savez, il y a le FSI, le FSN, le Fonds national d'amorçage, OSEO, il y a le soutien au travers du capital investissement, au travers du schéma du FCPI. Il y a des choses à corriger. Il n'y a probablement pas à augmenter les mesures et donc à faire peser sur les finances publiques un certain nombre d'éléments. Et puis, il y a un troisième élément qui a été largement souligné, pardon d'être un tout petit peu long, qui a été souligné dans un dernier rapport, je crois, du BSA, vous savez, qui classe en fonction, est-ce qu'on est en avance sur certaines choses, en retard sur d'autres choses. Il y a une chose qui est claire, et là encore, c'est pas de l'argent demandé en plus, c'est que la France est pointée sur l'insuffisance de ses dépenses publiques, de ses investissements en matière de numérique, c'est-à-dire insuffisance des investissements pour la modernisation de l'État. Et si on couple cette insuffisance de l'investissement avec le fait qu'en plus, on parle toujours des États-Unis en disant c'est formidable, l'État n'intervient pas. Mais l'État n'intervient pas, bien sûr. Il y a un Small Business Act, et il y a 23 ou 24% des PME qui reçoivent de l'argent au travers des commandes publiques. C'est-à-dire ce sont des commandes et du cash flow. Bon, et c'est 12 à 13% en France. Si on couple une augmentation de la dépense publique dans le numérique avec le fait qu'une partie de cet investissement public s'adressera en priorité aux PME, à nos jeunes start-upers qui, eux, ne demandent pas des subventions mais des commandes, là encore, on est à périmètre contraint, mais on est dans un schéma qui est vertueux. Très bien. On nous parle beaucoup de grand-mères qui se sont mises à l'Internet. Visiblement, toutes les grand-mères là sont sur Facebook. Donc, c'est vraiment le signe que ça va bien au-delà de la génération Y, comme vous le disiez, Éric. Gilles. Denis. Oui, Denis, pardon. Je t'en prie. Effectivement, une autre illustration, en fait, la Galerie Idéale et la société en fait, qui développe la Galerie Idéale, qui est un établissement de paiement, on est l'illustration parfaite peut-être justement de l'éclosion de l'innovation grâce à un cadre réglementaire, mais aussi à des incitations fiscales qui ont permis à un certain nombre d'initiatives comme la nôtre d'éclore. On parlait de la loi TEPA, sans laquelle notre société n'aurait pas existé. Pourquoi alors? La majorité c'est quoi dans la loi TEPA exactement? La loi TEPA permettait en fait à des gens qui sont soumis à l'impôt sur la fortune de placer, de choisir finalement le placement de leur impôt sur des entreprises innovantes, comme elles l'ont fait, comme un certain nombre de nos actionnaires l'ont fait sur notre société. Ça nous a porté, ça n'a pas suffi, mais ça nous a apporté énormément. Une grosse partie de notre financement. Combien ça vous a apporté? On a levé environ 4 millions d'euros de manière séquentielle avec nos actionnaires qui nous ont portés tout au long. C'est-à-dire qu'on délivre, on est dans une logique où on démontre, on montre, et puis ils remettent au pot s'ils ont toujours confiance. Encore une fois, on parle de la confiance de nos actionnaires. On en a 364 aujourd'hui qui nous portent. Ce sont des entrepreneurs eux-mêmes qui mettent une partie de l'excédent qu'ils pouvaient avoir grâce au risque qu'ils ont quelque part un jour pris sur une entreprise comme la nôtre. Ça, c'est la première mesure sans laquelle beaucoup de l'innovation telle qu'on l'a développée n'aurait pas pu éclore. L'autre cadre dans lequel on a pu effectivement fleurir et développer la société, c'est le crédit impôt recherche. On parle beaucoup effectivement des difficultés administratives, etc. Encore une fois, même s'il y a beaucoup à dire sur le crédit impôt recherche, le crédit impôt recherche a permis d'être un levier sur lequel on a pu s'appuyer pour subventionner des chercheurs, des thésards. En particulier, on a pu déposer 2 brevets, un brevet aux États-Unis et un brevet européen, qui sont aujourd'hui accordés définitivement pour pouvoir faire ce qu'on est en train de faire sur le marché. Dernier élément peut-être pour continuer dans l'optimisme autour du cadre réglementaire qui porte quelque part l'innovation. Je pense qu'on le sait tous, une innovation, elle ne peut pas éclore si le contexte
bien sûr d'adoption, on l'a vu sur les smartphones et sur les tablettes, mais aussi le contexte juridique n'est pas préparé. Il y a des tas de choses qui sont possibles, mais on sait qu'on n'a pas le droit de le faire. Il y a des choses qui nous interdisent, qui nous sont interdites, parce que le cadre réglementaire ne le permet pas. Un dernier élément, c'est la loi européenne sur les paiements, qui permet aujourd'hui, et c'est ce que nous sommes en train de faire, puisque nous sommes un établissement de paiement, car depuis, on va dire, début 2010, les entreprises, le business est capable de proposer des solutions de paiement, sous réserve d'être agréé par la Banque de France, heureusement. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi, mais encore une fois, on peut aussi innover sur un système extrêmement sclérosé qui est le paiement, qui était jusqu'à présent l'apanage des banques. Et bien là aussi, le cadre réglementaire voulu par l'Europe, qui est la directive européenne des paiements, permet à des établissements, nous sommes seulement 18 en France, à pouvoir proposer du paiement alternatif aux systèmes bancaires tels qu'ils sont proposés. Gilles. Oui, on parle beaucoup de jeunes sociétés en technologie, mais tu le disais Eric, en France nous avons de grandes sociétés qui sont des leaders dans la technologie et pour lesquelles le financement de l'innovation et le financement de la croissance est également un sujet. Alors c'est le métier d'Apax de faire ça sur des sociétés de grande taille, mais je crois qu'il ne faut pas être réducteur. Il y a une fierté en France, on a ces leaders que tu as cités, on a eu des leaders aussi, il y a eu Business Object qui a été le leader mondial dans le BI qui a été absorbé par SAP. Dans le conseil en innovation, on a un leader mondial qui s'appelle Altran. Voilà, donc il faut pas limiter en France la créativité, l'innovation et l'optimisme aux jeunes sociétés. On a des sociétés, Cégide est un très beau représentant d'Assosystème. Voilà, donc je crois qu'on est dans l'ensemble de la chaîne de création de valeur sur l'innovation et sur les entreprises innovatrices. Si Patrick Bertrand se présente à la présidence de la République, je pars en campagne pour lui. Vous avez convaincu au moins quelqu'un. J'ai encore du temps devant moi. Je crois qu'il y a des bons candidats. T'as 5 ans, Patrick. Il y a des bons candidats, oui. Pour cette fois-ci, c'est râpé. Je serai peut-être le président le plus court de l'histoire du CNN. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra. C'est déjà un début. Voilà, ouais. C'est déjà merci pour celui ou celle qui a eu cette gentillesse. Denis, vous vouliez intervenir? Je pense que pour rebondir sur ce que Gilles disait tout à l'heure, sur effectivement, il y a des grandes entreprises qui sont aussi des fleurons nationaux et qui viennent porter l'innovation. Je crois que c'est un petit peu ça rejoint l'idée qu'il y a de la place pour les David et il y a de la place pour les Goliaths. C'était une présentation qui était faite et les David ne peuvent pas vivre sans les Goliaths. Et je pense que c'est l'illustration parfaite d'un tissu qui est en train de se créer. Il y a de la place pour tout le monde. Évidemment, les David, des fois, aimeraient bien ne pas se battre, mais être bien plus travailler en bonne entente avec les Goliaths. Ça arrive à beaucoup de David. Je pense qu'il y a, et on l'a vu, beaucoup de place pour effectivement de l'innovation, pour les gros comme pour les petits. Comment vous faites, vous qui êtes... Alors vous voyez comme un David... Et un Goliath en puissance, cela dit, c'est David qui gagne. Hein. C'est un David qui voudrait devenir un Goliath. Ouais. Non, parce que c'est David qui finalement l'emporte, donc il vaut mieux rester David. Mais comment vous faites, juste une seconde, comment vous faites, vous qui êtes justement une entreprise, une PME, pour rester à la pointe de l'innovation? Qu'est-ce que vous surveillez pour garder cette longueur d'avance et la vitalité d'innovation dont vous avez besoin? Je crois que c'est le paradoxe de tous les gens qui sont dans l'innovation, c'est d'en permanence se remettre en cause. Je crois qu'on ne part pas avec une idée un jour et cette idée va être poursuivie sans aucun changement, sans aucun amendement jusqu'à la fin. Je pense que c'est l'agilité aussi, et c'est ça qui fait l'innovation, c'est d'écouter en permanence son marché à partir d'une idée forte qui structure la démarche de l'entrepreneur, c'est d'écouter en permanence son marché et de se laisser guider, conduire, pour conduire son innovation là où elle va trouver son marché. Pour vous donner un exemple, on a commencé avec une vision extrêmement forte d'établissement de paiement, de proposer un paiement innovant autour de ces nouvelles lois CEPA et autres que l'Europe a conduites. Et puis on s'est rendu compte, en écoutant notre marché, que le paiement, oui, c'est très très bien, mais le paiement tout seul, ça n'intéresse pratiquement personne. Le paiement doit être intégré dans une nouvelle expérience de shopping avec du social commerce. On parlait l'année dernière de social commerce, on a déjà dépassé ce stade-là. Et donc c'est cette écoute permanente que l'entrepreneur, quand il est dans l'innovation, doit avoir pour finalement écouter son marché et se laisser guider là où quelque part le marché l'attend. Il y a une belle formule, c'est l'innovation est une invention qui a rencontré le marché. Et je crois que ce que tu viens d'exprimer, c'est tout à fait ça. Raison d'être optimiste également, et ça va rejoindre un certain point qui ont été mentionnés là. Je pense que nos jeunes en France aujourd'hui, et contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, la mondialisation est une vraie opportunité. Je pense que c'est une vraie opportunité pour la France.
et pas forcément une contrainte, même si elle apporte un certain nombre de problématiques pour notre pays. Une opportunité, et d'ailleurs les jeunes la saisissent bien. Alors je vais d'abord parler des jeunes qui sont parmi nos élites, mais ces élites qui, il y a 10 ou 15 ans, étaient franco-franchouillardes, si vous me permettez, donc elles restaient en France, parlaient à peine l'anglais. Aujourd'hui, nos élites, et on en rencontre tous, elles parlent très très bien l'anglais, elles font des stages à l'étranger, elles font des études à l'étranger, elles ne restent pas forcément à l'étranger, elles reviennent, et quand elles créent quelque chose, elles ne voient plus uniquement, encore une fois, le champ d'exploitation comme uniquement l'Hexagone, mais véritablement le monde. Et je vois là, pour le ramener dans le sujet plutôt numérique, les jeunes avec lesquels on peut parler, ici et là, eh bien, ils voient grand, donc ils voient big, et des entreprises qui veulent créer. D'ailleurs, il les crée très très vite au niveau mondial. Je citais 2 exemples tout à l'heure, mais Criteo, qui est devenu un leader dans le domaine de la publicité numérique pour tout ce qui est comportemental. En gros, ils font du retargeting pour les spécialistes. Eh bien, cette entreprise, elle n'existait pas il y a 5 ans. Elle fait, je crois, 200-250 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui. Elle est en croissance extrêmement forte. Elle est présente dans le monde entier quasiment. Et elle est leader dans son domaine avec 1 ou 2 concurrents aux États-Unis. C'est vraiment juste incroyable. Mais immédiatement, ils se sont vus comme un leader mondial. Ce n'était pas possible encore il y a 10 ou 15 ans. Donc ça, c'est pour moi une vraie opportunité. Pour revenir sur les David et les Goliath. Oui, parce que justement, je voulais vous poser une question, la même, au fond, vous qui êtes vraiment une très grosse entreprise. Comment est-ce qu'on reste, pour le coup, là aussi à la pointe? C'est pas forcément les mêmes méthodes qu'une PME. On est moins réactif et en même temps, on doit être très réactif. Et puis, on a d'autres avantages. C'est que on a, pour le coup, quand on aligne les divisions, ça fait du monde pour les gens qui cherchent, à la fois au plan marketing, au plan du design, au plan de, enfin, tout un tas de. Comment je vais répondre. Je pourrais faire une réponse entre guillemets un peu corporate book, si vous me permettez l'expression. Je vais la faire un peu personnelle. Je pense que c'est d'abord une attitude. C'est la remise en question permanente pour toute entreprise. On arrive à faire ça dans une grande entreprise? On y arrive, mais quand plus elle est grandie, c'est un peu moins vrai dans une entreprise du numérique, parce que comme je disais un petit peu plus tôt, il y a moins d'organigrammes, on est dans des entreprises qui sont extrêmement plates, donc il y a une grande vitesse. Après, qu'est-ce qui vous pousse? Les clients, et on est dans un rééquilibrage entre le client et les entreprises, et donc si on ne co-construit pas avec eux, on est d'une certaine manière perdu, et ça, il faut le faire en permanence, donc c'est en continu, ça c'est le premier point. Donc les deux, c'est quand même, on est dans un environnement aussi d'innovation technologique qui propose énormément, et donc il faut être à l'affût de ces innovations. Donc c'est aussi d'avoir le capital humain en interne, mais ouvert aussi à l'extérieur, qui vous permet de continuer à innover et co-innover. Le troisième point, c'est la concurrence. La concurrence, il faut la respecter, la surveiller, et elle est là aussi pour vous aiguillonner et vous stimuler. Le quatrième point dans nos environnements, c'est aussi le régulateur. Le régulateur, il crée un environnement soit contraignant, soit un environnement qui va apporter. Bref, c'est multifacteur, l'équation de l'innovation aujourd'hui. Je voudrais revenir quand même sur les Goliath et les David. Justement, ce qui fait le succès de David sur Goliath, c'est la fronde. Soyons donc frondeurs. C'est un tweet d'Axel. Voilà. Ouais, je pense qu'il faut être audacieux, aussi l'attitude, je pense, un peu multifacette qu'il faut avoir. Ce qui fait la différence, encore une fois, entre les entreprises françaises et peut-être américaines, plus maintenant, je l'explique avec des Criteo et plein d'exemples qui se voient vraiment mondiaux, mais c'était pour les entreprises américaines de se voir au niveau mondial et surtout de créer des écosystèmes, Pourquoi Apple, Facebook, Salesforce, Microsoft, etc. Pourquoi aujourd'hui ce sont devenues des grandes entreprises mondiales? Elles ont pensé vraiment mondial, et elles ont créé autour d'elles un écosystème avec des plateformes technologiques sur lesquelles on vient construire. Donc il ne faut pas penser endogène, il faut penser exogène. C'est une façon quand même de barrer la concurrence, ça. C'est une façon de croître, c'est une façon d'innover et de créer des plateformes d'innovation pour les autres. C'est pas très important de mettre des barrières à l'entrée? Ce sont des barrières à l'entrée. Oui, mais en même temps, ça protège les marges. Et le business. Ça développe aussi l'usage, ça développe l'innovation avec ces écosystèmes. Mais ce qui est important, c'est derrière ça, il y a un phénomène culturel. Pourquoi crée-t-on un écosystème? C'est parce qu'on est habitué depuis toujours à la collaboration, à cette économie de réseau ou à cette culture du réseau qu'on n'a pas forcément culturellement dans nos pays, en particulier en France, et qui se développe aujourd'hui, et en particulier à l'école, parce que c'est là où ça commence. De quoi je parle? Je parle de véritablement collaborer, de créer cette économie de réseau pour pouvoir grandir. Et ça s'apprend dans les soft skills plutôt anglo-saxonnes, de manière un peu originelle, et qu'on doit développer dans nos écoles. Pas uniquement la connaissance pure, intrinsèque,
mais également la pratique, le comportement, l'attitude et le fait de travailler ensemble. Et Très ça, bien. culturellement, dans le temps, eh bien, on ne travaille pas dans une entreprise, dans son petit silo, on travaille de manière extrêmement large avec les autres pour devenir de plus en plus grand, et ça au niveau mondial. Et l'exemple- Nous attendons des Goliaths des bons de commande plutôt que des investissements signés David. Denis. Pour revenir sur cette idée des Goliaths et soyons rebelles, effectivement, je pense que l'innovation, elle ne vient pas des gens qui pensent, comme on dit, in the box. Et c'est aussi le défi de l'entreprise, avec tous les débats qu'on a eus sur cette espèce de peur normale, je dirais, sur les réseaux sociaux, sur cette communication en réseau qui vient quelque part couper les chaînes habituelles, on va dire, de circulation Bien d'informations. L'innovation, elle vient, quand on regarde, elle vient des rebelles, elle vient de ceux qui pensent, comme disent encore une fois les anglo-saxons, out of the box. C'est une valeur qu'une entreprise doit chérir pour être dans l'innovation. Celui qui pense et qui fait comme effectivement on lui dit et comme on a toujours fait, il est mal placé pour venir apporter de l'innovation. C'est important de continuer de fonctionner, de garder un certain nombre d'acquis, mais l'innovation, elle va venir de la disruption, si je peux me permettre La rupture. le vocabulaire. Et donc c'est aussi ça, l'innovation, c'est d'être capable de se remettre en cause. Hein. Je disais l'initiative de Jack Welch, on a été guidé par un mot, hein, l'initiative s'appelait destroyyourbusiness.com, qui était en fait le mot d'ordre par lequel on est rentré. Détruisons-nous pour quelque part nous réinventer. Et je crois que c'est ça notre challenge à chaque fois, et c'est que comme ça qu'on pourra effectivement apporter de l'innovation dans nos business. Gilles, vous voulez intervenir? Oui, bah c'est sûr que, cette innovation, elle est absolument évidente et nécessaire. Quand on parle des Goliaths et des David, les exemples que tu as donnés sont purement américains. Je ne vois pas de raison pourquoi en France on arrive. La France est un pays d'ingénieurs, hein, je crois qu'il faut le reconnaître, et c'est aussi une raison d'optimisme. On a des ingénieurs, on a des très bonnes écoles, et je ne suis pas franchouillard en disant ça. On a des ingénieurs, on est capable de faire des innovations assez exceptionnelles. On a plus de mal à les commercialiser, on a plus de mal à penser à think big, à penser international. C'est ça qui a été le handicap, je dirais, de nos sociétés actuelles. Ce qui me surprend absolument et tu le disais Eric, dans les jeunes pousses qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des jeunes qui ont 25-26 ans, ils arrivent, ils viennent nous voir, et eux, ils pensent mondial. Ils font 23 000 euros de chiffre d'affaires ou 50 000 euros de chiffre d'affaires, et ils disent, moi, je pense mondial. Et ça, je crois que c'est ça qui va faire la différence, c'est-à-dire qu'on a le savoir-faire, on a les ingénieurs, on a une aptitude extrêmement forte à être très innovant, et on a enfin des entrepreneurs, enfin des jeunes qui pensent mondiaux. Voilà. Enfin, François, les jeunes sont incroyables. Les jeunes sont vraiment incroyables, et c'est quand même ce qui est en train de nous changer. Je vais donner encore une fois un exemple. On a organisé chez Microsoft il y a 1 an un truc qui s'était jamais fait en France, mais qui se fait aux États-Unis depuis très très longtemps. Et moi, j'ai pas peur d'aller piquer des bonnes idées ici et là. On vient piquer des bonnes idées en France. Hein. Ça allait bien faire d'ailleurs. Ouais. Mais on a organisé une fail conférence, une conférence de l'échec. Et c'est l'échec, on n'aime pas en parler en France, hein. On se cache plutôt là-dessus, pas du tout. On avait organisé ça, on a un amphithéâtre de 250 personnes, on avait 600 personnes qui étaient venues. Et en gros, ils ont passé la journée à parler de leurs échecs, parce que les tweeters qui ont créé leur boîte, avant de réussir Twitter, ils se sont plantés, si vous me pardonnez l'expression, 3 ou 4 fois. Donc c'est pas un problème, effectivement, de partir et de dire le monde, faire 23 000 euros de chiffre d'affaires, se planter 3 fois, mais un jour faire des milliards. Et c'est possible en France. Patrick. C'est intéressant ce qui a été dit. Je revenais au travers d'une anecdote. On a beaucoup parlé d'innovation et je crois vraiment qu'il faut qu'on pousse ce concept. Et je reviens rapidement sur le crédit d'impôt recherche. Savez-vous, la première chose que fait un contrôleur fiscal, lorsque, d'ailleurs très normalement, il vient contrôler une entreprise qui a poussé sa démarche sur le crédit d'impôt recherche. La première chose qu'il fait, il demande les CV des personnes qui ont été mis dans l'assiette du crédit d'impôt recherche et il enlève tous ceux qui n'ont pas un CV de techno. C'est tous les gens du marché, du design, etc. Donc il y a un switch à faire là qui est vraiment hyper important. Et puis deuxième commentaire que je voulais faire, j'aime pas trop l'image Goliath-David parce qu'au fond, à un moment donné, il y en a un qui a gagné. Moi j'aime bien aussi cette image, vous connaissez cette trilogie Crossing the Chasm, Inside the Tornado et Gorilla in the Game. Donc Gorilla in the Game, c'est l'histoire du gorille. On sait que c'est un animal puissant de la jungle et l'idée c'est de se dire qu'au fond, il y a un monde merveilleux
de développement autour du gorille. Il faut juste regarder là où il va s'asseoir pour ne pas être écrasé, mais le gorille a besoin de son écosystème pour vivre. Et je crois qu'il faut aussi, dans son projet d'entreprise, pas forcément se dire « think big, je vais être le… » Mais il y a des potentiels énormes dans des niches de marché qui sont colossales en termes de taille et sur lesquelles on peut très bien vivre sans être dans une logique d'opposition, c'est-à-dire de guerre de pouvoir, parce que le gorille a besoin de son écosystème. Très bien. Un dernier mot, Denis, vous vouliez intervenir? Je crois qu'on malheureusement le temps est fondamentalement unanime, je dirais, sur l'optimisme que l'on peut avoir. Je crois que le numérique est un des secteurs en explosion. On en a tous les jours la preuve. Je crois qu'il y a peu de secteurs, pour ne pas dire pas de secteurs, qui peuvent apporter autant de promesses en termes de développement, en termes de perspectives et de nouveaux champs d'investigation. Je crois qu'on a cette chance d'être dans le secteur peut-être qui va nous permettre d'explorer effectivement beaucoup d'opportunités d'innovation. Merci à vous quatre. Et pour reprendre le mot de Patrick, ça ne sera pas gare au gorille, mais vive le gorille.